Parfois, ce ne sont pas les cris, les disputes ou les confrontations qui détruisent un mariage, mais les silences. Ceux qui s'installent peu à peu, tel un épais brouillard, étouffant ce qui était autrefois vivant. Clara l'a appris à ses dépens. Elle s'est toujours targuée d'être une femme équilibrée, une véritable force silencieuse qui maintenait sa maison debout même dans les tempêtes. Avec un regard fixe, une attitude calme et un emploi du temps méticuleusement organisé, Clara a réussi à jouer plusieurs rôles avec une maîtrise presque invisible. Tutrice dévouée, mère présente, épouse attentionnée et, peut-être, le plus invisible de tous, le pilier de la carrière de son mari. Lucas, son mari, était un homme d'affaires ambitieux, le genre d'homme qui rêve grand et semble avoir le monde à ses pieds. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Clara a été enchantée par l'étincelle dans ses yeux, un mélange de confiance et de passion pour construire quelque chose de grand. Et en effet, ils y sont parvenus. Une belle maison, 2 merveilleux enfants, Miguel et Bruno, et une routine qui, bien qu'intense, était remplie de moments de joie. Au début, Clara et Lucas étaient inséparables. Ils partageaient rêves, secrets, rires au pied du lit et même leurs peurs les plus profondes. Chaque réussite était célébrée ensemble. Chaque revers était accompagné de mots de réconfort. C'était le genre de relation que beaucoup enviaient, mais peu savaient combien d'efforts elle exigeait. Au fil des années, quelque chose a commencé à changer. Lentement, comme de l'eau qui s'échappe par une fissure et que personne ne remarque jusqu'à ce que la maison soit inondée. Lucas, qui mettait un point d'honneur à rentrer à temps pour le dîner en famille, a commencé à travailler plus tard. Les réunions se prolongeaient tard dans la nuit et les voyages d'affaires se multipliaient. Clara comprenait. Après tout, il était impliqué dans un projet qui promettait de révolutionner sa carrière, et elle l'a toujours soutenu en toutes circonstances. Mais ce qui était compréhensible a commencé à devenir pénible. Les conversations, autrefois longues et chargées de projets, ont fait place à des réponses brèves et distraites. Clara parlait de la journée des enfants, des devoirs, de la nouvelle dent de lait que Bruno avait perdue, mais tout ce qu'elle recevait, c'était un « c'est super mon amour » ou un vague hochement de tête, les yeux rivés sur son téléphone. Elle essayait de ne pas faire d'histoire. Elle attribuait cela à cette phase. Elle croyait sincèrement que tout rentrerait bientôt dans l'ordre, que l'homme dont elle était tombée amoureuse était toujours là, simplement dépassé. Elle continuait à lui préparer ses plats préférés, à lui laisser des petits mots doux, à l'élever avec un amour redoublé et à couvrir ses absences de sa forte présence. Pourtant, le vide grandissait, et ce qui la blessait le plus, ce n'était pas la froideur ou la distance, mais l'indifférence. Les moments importants de ses enfants passaient inaperçus à Lucas. Il manquait la première représentation de Miguel à l'école, la fête d'anniversaire de Bruno, et même les histoires du soir qu'il adorait raconter. Clara, voyant les regards déçus de ses enfants, ressentait un profond pincement au cœur. Miguel, l'aîné, commença à poser des questions auxquelles Clara ne savait pas répondre. « Maman, papa ne vient plus me voir jouer au foot, il ne m'aime plus ?» C'était une question innocente, mais pour Clara, c'était comme un coup de poignard. Comment répondre sans trahir son père? Comment défendre l'indéfendable? Pendant ce temps, Lucas semblait de plus en plus absent, émotionnellement déconnecté. Clara ne savait plus s'il voyait tout ce qu'elle faisait. Elle ne savait pas s'il réalisait qu'elle essayait seule de sauver une relation. Elle avait l'impression de se noyer dans une mer de routine, tandis qu'il naviguait au loin. Mais tout s'aggrava lorsque Clara remarqua un détail, un étrange échange de messages sur son portable. Une notification d'un soi-disant « rendez-vous d'affaires » avec un nom qu'elle ne connaissait pas. Le ton différent de sa voix lorsqu'il répondait à certains appels. Et surtout, cette intuition silencieuse, la même qui l'avait toujours guidée en tant que mère et femme, qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Et elle avait raison. Ce que Clara n'imaginait pas, cependant, c'était que son monde était sur le point de s'écrouler définitivement, et qu'au cœur de la tempête, elle devrait choisir entre n'être qu'une femme blessée ou devenir la femme la plus forte qu'elle ait jamais connue. Clara n'était pas naïve. Elle savait que les relations amoureuses connaissaient des hauts et des bas, que tous les jours ne seraient pas faciles, et que l'amour était aussi fait de sacrifices. Mais ce qui la rongeait de l'intérieur n'était pas le défi de la vie commune,
C'était la certitude grandissante que Lucas avait tout simplement cessé de la voir. Il l'appelait encore « ma chérie » quand il avait besoin de quelque chose. Il lui faisait toujours un bisou matinal automatique, mais ses yeux qui brillaient autrefois lorsqu'il la voyait entrer dans une pièce, la contemplaient maintenant comme quelqu'un qui regarde un vieux meuble qui ne s'accordait plus avec la décoration de la maison. Clara regrettait d'être remarquée, d'être entendue, d'être vraiment aimée. Les messages suspects continuaient, et, le cœur lourd, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais cru faire. Ah, elle en lut un en secret. C'était indéniable. Ce n'était pas une collègue. Ce n'était pas seulement une associée. C'était une autre femme. Une femme qui appelait Lucas, mon amour, et faisait des blagues trop intimes pour un contexte professionnel. Une femme qui le faisait rire, ce qu'il n'avait pas fait avec Clara depuis longtemps. Elle était paralysée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. L'espace d'un instant, elle crut qu'elle allait vomir. La trahison n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Lucas transmettait à quelqu'un d'autre ce qui, pendant des années, avait été le fondement de leur relation, leur complicité. Mais Clara n'explosa pas, elle ne cria pas. Elle ne fit pas d'histoire. Elle pleura, tout simplement. Elle pleura en silence dans la salle de bain, pendant que ses enfants dormaient. Elle pleura sous la douche, laissant l'eau laver ses larmes. Elle pleurait, la tête, sur l'oreiller, embrassant le silence qui faisait depuis longtemps partie de sa routine. Le lendemain matin, elle se réveilla différente. Cela faisait encore mal, cela brûlait encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se regarda dans le miroir et se demanda « Pourquoi est-ce que j'accepte si peu ?» Et cette question fut l'étincelle. Elle commença à observer davantage, à écouter plus, attentivement, et elle réalisa que Lucas construisait une réalité parallèle. Les rendez-vous d'affaires étaient en fait des prétextes à des rencontres avec son amante. Une femme qu'il avait rencontrée lors d'un de ses nombreux voyages stratégiques, comme Clara le découvrirait plus tard. Ce que Lucas ignorait, et n'avait peut-être jamais réalisé, c'est que Clara avait toujours été bien plus qu'une épouse. Elle était aussi une stratège. Mais pas des entreprises, mais de la vie. Et lorsqu'une femme comme elle décide de réagir, personne n'est préparé. Clara ne dit rien au début. Elle gardait chaque information comme une pièce d'échec. Elle observait les pas de son mari comme si elle observait un ennemi silencieux. La femme qui l'attendait se préparait à présent, et le moment idéal allait bientôt arriver. Un nouvel événement était prévu, une importante réunion d'affaires avec des investisseurs et des représentants d'entreprises partenaires. Elle se tiendrait dans un restaurant chic, un dîner exclusif pour quelques invités. Lucas parlait comme s'il s'agissait d'un rendez-vous parmi tant d'autres. Il annonça qu'il quitterait le bureau immédiatement et rentrerait probablement tard. Clara écouta, sourit et hocha la tête. Mais intérieurement, elle sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'il amènerait son amante. Et pour la première fois, Clara décida qu'elle serait là aussi. Non pas en épouse jalouse, ni en femme blessée, mais en celle qui, avec classe et intelligence, rappellerait à Lucas avec précision qui il avait épousé. Alors que Lucas quittait la maison ce soir-là, certain de maîtriser la situation, Clara se préparait elle aussi. Avec une robe élégante, un maquillage impeccable et une attitude mêlant douleur, dignité et puissance, la femme invisible qu'il avait si longtemps ignorée allait briller comme jamais auparavant. Et ce qui allait se passer ce soir-là allait tout changer. La salle du restaurant 5 étoiles était impeccablement décorée. Les tables étaient disposées avec précision, les serviettes pliées avec art, et la faible lumière créait une atmosphère sophistiquée, presque intime. De l'extérieur, personne n'aurait deviné qu'une âme serait démasquée devant tout le monde ce soir-là. Mais Clara le savait. Elle s'était préparée à ce moment dans les moindres détails. Après des mois à étouffer ses soupçons, à ignorer les signes et à tenter de préserver sa santé mentale, elle avait décidé d'arrêter de faire semblant. Elle n'était pas le genre de femme à affronter les cris, les scandales ou les larmes en public. Elle voulait qu'il ressente le poids de son choix, en silence, devant tous ceux qui l'admiraient. Elle arriva tôt. Elle demanda une table au centre de la salle, mais légèrement en retrait, afin de pouvoir observer sans être le centre de l'attention, du moins pas tout de suite.
Elle portait une élégante robe bleu marine en satin qui glissait sur son corps. Elle n'avait rien de provocateur. C'était imposant. Clara avait décidé d'être la femme qu'il aurait dû craindre de perdre dès le début. Le serveur lui proposa le menu, mais elle refusa. Il ne commanda qu'un vin blanc sec. Il voulait rester vigilant. Lucas arriva 22 minutes plus tard, suffisamment ponctuel pour ne pas paraître suspect. Mais il n'arrivait pas seul. À côté de lui se trouvait une femme, jeune, chaussée de talons hauts et parfumée. Elle souriait trop fort, comme pour prouver qu'elle maîtrisait la situation. Clara l'observait avec la sérénité de quelqu'un qui ne s'attend plus à des surprises. C'était la femme pour laquelle son mari échangeait tout. Ses enfants, ses dîners de famille, ses dimanches matins tranquilles, ses projets, ses vœux. Tout. Quand ils passèrent devant sa table, Lucas la vit. Il pâlit, son pas hésita. Ses yeux s'écarquillèrent une seconde, comme si son cœur s'était arrêté. Son amante, ne comprenant pas, se contenta d'adresser à Clara un sourire poli, la prenant peut-être pour une invitée comme les autres. Mais Clara lui sourit en retour avec le calme de quelqu'un qui a le dessus. Son regard disait tout. « Je sais, j'ai vu. Je suis là pour moi, pas pour toi. » Lucas accéléra le pas, essayant de retrouver son calme. Il salua ses collègues d'une voix légèrement plus tendue, la gorge déjà serrée. Clara resta assise quelques minutes encore, observant le mouvement autour d'elle. C'était étrange que, même là, dans un endroit aussi bien éclairé, tant de mensonges puissent se cacher. Elle ressentit un mélange de douleur et de libération. Son esprit revint en mémoire. Leur première rencontre, la naissance de Miguel, le jour où Bruno eut de la fièvre et où ils passèrent toute la nuit éveillés ensemble. Des souvenirs qui lui faisaient maintenant mal comme des aiguilles plantées dans la poitrine. Elle se leva ensuite. Elle se dirigea lentement vers la table où étaient assis les hôtes de l'événement. Hommes d'affaires influents, investisseurs, partenaires potentiels, tous ceux que Lucas voulait impressionner. Elle s'approcha de l'organisateur, une connaissance du couple, et dit avec un sourire ferme « Bonsoir, Marcos. Quel bel événement. Je suis Clara, la femme de Lucas. J'étais à proximité et j'ai décidé de lui faire une surprise. Je pensais qu'il serait heureux. » L'homme surpris lui sourit en retour malgré une certaine gêne. « Bien sûr, content de te voir. Fais comme chez toi. » La phrase résonna. La femme de Lucas. Cela suffit à faire loucher tous les regards. Certains haussèrent les sourcils, d'autres murmurèrent. L'amant devint pâle comme un mur, froid. Lucas ne réagit pas immédiatement. Il était sous le choc, cherchant comment se sortir de là sans sombrer davantage. Mais Clara n'attendait pas d'autre réponse. Elle savait que parfois le silence pèse plus lourd que n'importe quel cri. Elle s'approcha de sa table, regarda Lucas dans les yeux et dit calmement, d'une voix suffisamment claire pour que tout le monde l'entende. « On construit toute une vie avec quelqu'un en croyant être dans le même bateau. Jusqu'à ce qu'on réalise que l'autre creuse un trou dans la coque. Bonne nuit, Lucas. » Elle inclina légèrement la tête comme pour terminer une présentation. Puis elle fit demi-tour et partit d'un pas décidé. Les portes du restaurant se refermèrent derrière elle, mais à l'intérieur de Lucas, quelque chose se brisa complètement. Dehors, Clara s'appuya contre la voiture. Elle prit une grande inspiration. Son cœur battait fort, ses mains tremblèrent légèrement. Mais il y avait quelque chose de nouveau en elle. La légèreté. Ce n'était pas un soulagement complet. La douleur persistait. Mais c'était le début d'une guérison. Elle ne voulait plus sauver quelqu'un qui était prêt à la détruire à petit feu. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'amour-propre, de comprendre enfin qu'elle méritait mieux. Lucas, quant à lui, ne savait pas quoi faire de ce trou qui venait de s'ouvrir en lui. Pour la première fois, il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose d'irréparable. Et ce sentiment, de regret, de culpabilité, de panique silencieuse, le poursuivrait pendant les prochains jours comme une ombre. L'amant, il ne souriait plus. Ce qui avait été excitant quelques minutes auparavant était maintenant un poids embarrassant. Et elle le savait. On ne reconstruit pas l'amour avec les restes de la destruction d'une autre femme. La nuit qui suivit le dîner ne se termina pas pour Lucas. Du moins pas comme il l'espérait. Il rentra seul chez lui, sa maîtresse larguée, toujours à la porte du restaurant.
Il dit qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il rappellerait plus tard. Mais il ne le fit pas. Le silence dans la voiture était épais comme de la fumée. L'image de Clara debout devant lui, sereine, blessée mais imbattable, était tout ce qu'il voyait. Son regard perçait toutes les excuses que son esprit essayait d'inventer. Il se gara et resta là, dans la voiture, à contempler la façade de la maison qu'il avait si longtemps considérée comme son foyer. Les lumières étaient éteintes, les enfants dormaient déjà. Et Clara, eh bien, il l'ignorait. Et pour la première fois, cela l'effraya vraiment. Il monta l'escalier sans faire de bruit. Il traversa le couloir où il entendait habituellement les rires des enfants et les histoires du soir. Il ouvrit lentement la porte de la chambre. Elle était vide. Clara ne dormait pas là cette nuit-là, ni dans la maison. Elle était sortie un moment, elle avait besoin de souffler, de passer quelques jours loin de chez elle pour réfléchir, et pour qu'il puisse réfléchir aussi. Lucas s'assit au bord du lit et laissa tomber son visage entre ses mains. Il ne pleurait, pas facilement, mais cette nuit-là, les larmes lui vinrent sans prévenir, non pas à cause des conséquences extérieures, ni à cause de la gêne ressentie devant ses collègues, mais parce qu'il comprenait qu'il avait perdu quelque chose de rare, quelque chose qui pourrait ne jamais revenir. À l'autre bout de la ville, Clara vivait dans un petit appartement loué par sa sœur. Elle dormait mal, mais elle dormait. Elle pleurait doucement la nuit, mais se réveillait déterminée. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que la douleur avait une direction. Et c'était une direction vers l'avant. Les jours suivants, Clara garda le silence. Non pas par fierté, mais parce qu'elle avait besoin que Lucas ressente l'écho de son absence. Elle avait besoin qu'il entende le son du vide qu'elle avait laissé en quittant sa propre famille. Lucas essaya d'appeler. Il envoyait de longs messages, des tentatives de justification, des promesses de changement. Mais Clara n'était pas prête. Pas encore. Elle savait que le pardon ne devait pas être accordé sur un coup de tête. Elle en avait besoin. Pour guérir, d'abord. Et tandis qu'elle soignait ses blessures, elle commença à se regarder avec plus de compassion. Elle se remit au yoga, une activité qu'elle aimait avant la naissance de ses enfants. Elle reprit d'anciens projets personnels, redécouvrit de petits plaisirs. Un après-midi lecture, une promenade tranquille, un dîner entre amis. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle commença à se sentir fière d'elle, de ne pas avoir crié, de ne pas avoir supplié, d'être partie la tête haute, d'avoir reconstruit son histoire, même avec le cœur brisé. Pendant ce temps, Lucas en subissait les conséquences. Au travail, certains investisseurs se retirèrent. Le scandale de la révélation publique ternit sa réputation. Mais ce n'était pas ce qui le blessait le plus. C'était de rentrer chez elle et de ne plus entendre les pas de Clara dans l'escalier, de ne plus sentir l'odeur du café qu'elle préparait comme il l'aimait. C'était de voir ses enfants plus calmes, plus distants. Miguel, l'aîné, commença à répondre froidement. Bruno demanda « Maman va revenir ?» Et Lucas ne savait pas quoi dire. Ce qui n'avait été qu'une fuite émotionnelle, une erreur temporaire, lui semblait désormais le début d'une fin qu'il avait lui-même créée. Il réalisa que la trahison n'est pas seulement un acte physique, c'est l'abandon silencieux, l'éloignement émotionnel, le choix répété de ne pas être présent. Et Clara, bien que toujours blessée, ne voulait plus redevenir celle qu'elle était auparavant. Car elle réalisait que cette femme, celle qui se taisait, celle qui se retirait, celle qui pardonnait sans exiger de changement, avait disparu. Maintenant, elle était différente, plus forte, plus consciente, plus libre. Les semaines qui suivirent la séparation semblèrent une éternité à Clara. Lucas tenta de se rapprocher, non pas avec son cœur, mais avec la peur. La peur de perdre le contrôle de son image de père, de famille. La peur d'affronter la vie sans la femme qui avait toujours été là, soutenant chaque pilier de la maison, la routine, sa propre carrière. Mais Clara n'était plus cette femme qui attendait des miettes. Pour la première fois, depuis longtemps, elle ressentit le silence. Non pas le silence inconfortable des nuits où Lucas était émotionnellement absent, mais un silence de paix. Le genre de silence qui n'existe que lorsque l'âme respire le soulagement.
Elle se mit à marcher au matin, sentir le vent caresser son visage, regarder en elle et se poser les questions qu'elle avait évitées pendant des années. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qui suis-je à part sa femme? Qu'est-ce que j'apprends à mes enfants si je continue d'accepter? D'être blessé en silence? Chacune de ces questions lui faisait mal comme une aiguille qui transperce un point sensible, mais elles avaient tout un but: éveiller. Un après-midi, en regardant Miguel jouer au ballon dans le jardin avec son jeune frère, Clara réalisa quelque chose de précieux. Même dans les jours les plus sombres, elle était une lumière pour ses enfants. Même blessée, elle était un refuge. Même seule, elle était une présence. Et à cet instant, elle comprit qu'elle n'était pas faible d'avoir tant enduré. Elle était forte de continuer à aimer malgré tout. Mais cette force devait être réorientée. Non plus pour entretenir une relation déséquilibrée, mais pour se reconstruire. La semaine suivante, elle consulta un thérapeute. Elle commença à lire des livres qu'elle avait toujours mis de côté par manque de temps. Elle réorganisa la maison, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Elle apporta des changements simples qui reflétaient le nouveau cycle. Des rideaux légers, des tableaux avec des phrases inspirantes, des plantes aux fenêtres. C'était comme si elle se disait « Je suis là pour moi, maintenant ». Lucas, quant à lui, ne comprenait toujours pas la profondeur de ce qu'il avait perdu. Il croyait que des gestes symboliques, comme des fleurs ou des cadeaux coûteux, pourraient résoudre le problème. Mais Clara ne voulait pas de fleurs. Elle voulait du respect. Elle ne voulait pas de cadeaux. Elle voulait de la présence. C'est alors qu'elle écrivit son message. Non pas avec colère, mais avec fermeté. Nous nous sommes égarés. J'ai essayé de te montrer les signes. J'ai essayé de t'attendre au tournant de notre histoire. Mais tu as préféré continuer seul. Maintenant, j'ai choisi de continuer moi aussi, mais dans une autre direction. J'ai choisi de continuer avec moi. Cette fois, Lucas comprit. Sa réponse arriva des heures plus tard. Sans drame, sans insistance. Tu as raison. Pardonne-moi, même si tu ne reviens pas. Clara pleura. Mais c'étaient des larmes différentes. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait enfin pensé à elle-même, qui avait cessé de se mouler pour s'intégrer au monde des autres. Et c'est ainsi que le nouveau départ a commencé. Clara décida de déménager dans une autre ville. Elle choisit un endroit plus petit et plus calme, avec plus de nature et moins de souvenirs. Les garçons s'adaptèrent rapidement. Clara ouvrit sa propre entreprise de conseillère pédagogique. Un rêve dont elle avait toujours rêvé, mais sans jamais avoir reçu le soutien réel de Lucas pour le concrétiser. Maintenant, elle travaillait avec ce qu'elle aimait, fixait ses propres horaires et était vraiment présente pour ses enfants. Ses nuits étaient à nouveau remplies de rires, d'histoires, de jeux et même de désordre. Mais un désordre plein de vie. Miguel recommença à jouer au foot et invita sa mère à regarder. Bruno apprit à faire du vélo et cria « Regarde, maman !» avec fierté. Et Clara? Oh, Clara s'épanouit. Et pour la première fois, elle s'épanouit pour elle-même. Elle ne cherchait plus un nouvel amour. Elle n'avait plus besoin de combler l'espace d'une autre présence. Elle se suffisait à elle-même. Elle découvrit des loisirs, se fit de nouveaux amis, cultiva sa spiritualité et redécouvrit son essence, celle qui avait été étouffée au nom d'un mariage heureux qui n'existait plus. Lucas continua d'essayer de maintenir un contact. Il commença une thérapie. Il changea certaines habitudes. Et même s'il était trop tard pour reconquérir le cœur de Clara, il était encore temps d'être un père plus présent. Avec le temps, il devint plus disponible, plus honnête avec ses enfants. Miguel résistait encore, mais Bruno lui pardonna, avec la facilité que seuls les enfants ont. Clara n'encouragea ni ne s'opposa. Elle laissa simplement ses enfants ressentir, vivre, tirer leurs propres conclusions. Elle savait que la vérité, avec le temps, se révèle même aux yeux les plus innocents. Et ainsi, l'histoire prit fin, pas comme dans les contes de fées, avec une fin romantique et prévisible, mais comme dans la vraie vie, avec douleur, guérison, transformation et renaissance. Clara a compris que parfois, la véritable fin heureuse ne consiste pas à sauver un mariage, mais à se sauver elle-même. Et ce fut la plus grande victoire de sa vie.
Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà choisi votre vie? Comment s'est passé ce moment? Votre histoire peut inspirer d'autres femmes à se libérer. Parlons-en.